les Algériens ont débarqué au Niger. Ils ne pouvaient pas débarquer ailleurs. Ils ont choisi de débarquer au Niger. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas promis au Niger? Ils ont presque promis au Niger qu'ils allaient le développer plus que l'Algérie. Et l'une des clauses de cette confédération, c'est que tout pays qui attaque le Niger va se retrouver en guerre avec le Mali et le Burkina. Et le président Assimi Goïta a été très clair. Tentez d'attaquer le Niger et vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que le président Assimi Goïta a dit à un chef d'État d'Afrique de l'Ouest. Probablement, le chameau venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ou plutôt l'ancien autocrate du Sénégal, Macky Sall. Ils prennent des crédits auprès des monarchies du Golfe qui sont liées par les liens de la monarchie et de la religion au régime chérifien du Maroc. Une fois qu'on leur a donné ces crédits, par exemple, ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, on leur dit, vous allez rembourser avec 10% de taux d'intérêt. Ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, taux d'intérêt 10%. Eux, ils vont vendre ce milliard de dollars dans d'autres pays du monde, et notamment en Afrique subsaharienne, avec un taux d'intérêt de 30%. Donc, la marge de 20%, le Maroc l'empoche. Venons dans l'Alliance des États du Sahel. Venons au Mali, d'où je vous parle ce soir, venons au Burkina Faso, venons au Niger. Ces dernières semaines, ces 3 pays de la Confédération d'Alliance des États du Sahel sont au cœur de la convoitise d'un certain nombre de puissances. On a vu tour à tour les diplomates américains faire le tour de ces pays pour dire qu'ils étaient porteurs d'un message du président Donald Trump envisageant un renouvellement, une réorganisation totale de la relation entre les États-Unis et les pays du Sahel. Et juste après les diplomates de Trump, notamment donc M. Checker, on a vu débarquer des diplomates de l'Union européenne au Mali, au Burkina Faso, au Niger, avec un message pratiquement similaire. Bon, on ne s'est pas bien entendu jusqu'ici, tout n'était pas parfait, eh bien l'Union européenne a décidé de mettre de l'eau dans son vin, nous sommes disposés maintenant à collaborer avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le respect de leur souveraineté. Mais comme le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, et l'impérialisme est véritablement un chien, la résolution de l'Union européenne est venue rappeler à ceux qui croyaient à l'embellie, à ceux qui croyaient que ces gens-là avaient changé, la résolution de l'Union européenne, introduite par le général d'armée Christophe Gomard, député européen, néocolonialiste invétéré, cette résolution est venue jeter comme une piqûre de rappel dans tout le Sahel. Dans cette résolution, sommation était donnée à la République du Niger de libérer Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, sous peine d'être sanctionné, puni, et un délai avait même été fixé, à savoir le 2 avril 2026. Il fallait, disait le général Christophe Gomard, tout goguenard, il fallait que le Niger exécutât les 4 volontés de l'Union européenne avant le 2 avril, date du terme allégué du précédent mandat présidentiel du vassal, du valet france-africain Mohamed Bazoum. Mais en lisant les réseaux sociaux, en lisant la presse, que ce soit au Sahel, en Afrique ou dans le monde, j'ai vu certains qui s'étaient laissés flatter par cet air nouveau, apparemment nouveau, qui soufflait sur les relations diplomatiques entre l'Occident et l'Alliance des États du Sahel. Certains se sont mis à croire que la diplomatie américaine, la diplomatie européenne avaient soudain décidé, révisant leurs mauvaises copies, de nouer des relations de respect mutuel, de réciprocité, de co-développement, de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains en général et les pays de l'Alliance des États du Sahel en particulier. Comme si cela ne suffisait pas, avec ces questions qui ne manquaient pas d'être soulevées dans les esprits, est-ce qu'ils ont enfin compris qu'il vaut mieux venir doucement avec nous pour s'entendre avec nous? Voilà que débarquaient dans la foulée les diplomates de 2 pays d'Afrique du Nord, et non des moindres, à savoir l'Algérie et le Maroc. Ces diplomates, juste après le départ des Américains et des Européens, se précipitaient avec empressement, enthousiasme,
avec un zèle qui donne des ailes, ils se précipitaient au Niger, au Burkina Faso et au Mali pour tenter d'offrir ça et là leur bon service. J'ai déjà commenté le sale jeu des diplomates américains et européens. Tout le monde sait que ce sont des menteurs. Ce sont des impérialistes et des néocolonialistes inguérissables, ces gens de l'OTAN. D'ailleurs, leur méthode, c'est de souffler diplomatiquement le froid pendant qu'ils te préparent militairement, économiquement, le chaud. La diplomatie chez les Occidentaux n'est qu'une manière de masquer leurs préparatifs criminels. Donald Trump, qui est le plus grossier des dirigeants occidentaux aujourd'hui, a dénudé cette duplicité de la diplomatie occidentale impérialiste. Il a attaqué l'Iran avec un couteau dans le dos par 2 fois. Une fois en juin 2025, alors qu'il était en pleine négociation avec l'Iran, et une deuxième fois le 28 février 2026, alors qu'il était en pleine négociation avec l'Iran. Donc, Donald Trump a montré que les Occidentaux organisent des négociations pour avoir gagné du temps afin de préparer la guerre. Dans le cas de l'Afrique, la diplomatie occidentale a pour but d'empêcher les pays africains de voir venir les groupes terroristes qui sont financés par les grandes puissances occidentales pour les attaquer. Dans le cas de l'Afrique, la diplomatie occidentale a pour but d'endormir les dirigeants africains pendant qu'on prépare des coups d'État pour les renverser, afin de placer des vassaux qui vont tout naturellement livrer l'uranium, l'or, le manganèse, le coltan, qui vont livrer toutes les richesses de l'Afrique à ces gens. La diplomatie consiste à surendetter les pays africains de telle façon que les dirigeants et les gouvernements soient obligés envers les institutions financières occidentales et fassent la politique que dictent les oligarchies financières occidentales. La diplomatie n'est rien d'autre que, dans la logique de l'Occident, une phase préparatoire des grands actes d'inféodation, d'aliénation. Je recommence une deuxième fois. Dans l'entendement politique de l'Occident, depuis 600 ans notamment, en rapport avec l'Afrique, la diplomatie sert à distraire les Africains pendant qu'on leur prépare la guerre. La diplomatie sert à soumettre les Africains aux conditions leur permettant de servir les intérêts des puissances occidentales. Elle sert à endetter les Africains de telle façon qu'ils soient obligés de faire des politiques favorables aux intérêts vitaux des puissances occidentales. Voilà ce à quoi sert un diplomate européen. Voilà ce à quoi sert un diplomate américain. Voilà ce à quoi sert un diplomate britannique. Endormir tous les peuples, tous les gouvernements des pays du monde dont ils veulent exploiter les richesses, afin que cette exploitation se produise dans des conditions optimales. Un agent, un directeur général des services de renseignement français, s'exprimant imprudemment lors d'une émission de télévision, a expliqué quelle était la mission d'un espion français dans un pays étranger. Donc, par exemple, dans un pays comme l'Afrique. On lui a demandé, que font les espions de la DGSE quand ils sont dans un pays étranger? Le directeur général de la DGSE a répondu ceci. Nos espions qui sont dans les pays étrangers ont pour mission d'amener les hauts cadres, les hauts responsables de ces pays à trahir leur pays en faveur de la France. Je recommence la réponse du directeur général de la sécurité, directeur général de la sécurité extérieure française. Dans une interview, vous retrouverez, je vous mettrai l'interview. On lui pose la question, à quoi servent nos espions? D'autant plus qu'un espion français venait d'être arrêté à cause de son implication dans une tentative de coup d'État ici au Mali. Monsieur Yann Christian Bernard Vézilier, lieutenant-colonel de la DGSE. Il a été arrêté ici pour avoir participé au complot qui devait renverser le président Assimi Goïta. C'est à cette époque qu'on a posé la question au directeur de la DGSE, mais à quoi servent nos espions? Réponse. Nos espions dans les pays étrangers ont pour but d'amener les hauts responsables de ces pays, les cadres de ces pays, à trahir leur pays en faveur des intérêts français. Est-ce qu'on peut être plus clair que cela? Voilà la compréhension de la diplomatie des puissances négrières, racistes, des puissances colonialistes et néocolonialistes. Les impérialistes ne comprennent la diplomatie que comme cela. Je vous donne un dernier exemple en dernière date. Donald Trump et Netanyahou, confrontés à la puissance de frappe de l'Iran, ont supplié pour avoir un cessez-le-feu. Ils sont passés par la Chine, par le Pakistan, pour amener l'Iran à accepter un cessez-le-feu provisoire de 2 semaines et à accepter la réouverture des négociations. Lesquelles négociations ont commencé aujourd'hui même, si je n'abuse, au Pakistan.
Vous savez ce qu'ils font? Pendant que Trump est allé à envoyer Witkoff et son propre beau-frère, Jared Kushner, tous en réalité des agents de l'impérialisme néo-israélien, il les a envoyés négocier avec l'Iran au Pakistan. Vous savez ce qu'il fait entre-temps? Il est en train de renforcer la flotte militaire criminelle des États-Unis autour de l'Iran. Tous les renseignements, les organes d'analyse géostratégique montrent que ces dernières heures, depuis 2 jours, plusieurs navires de guerre de l'armée américaine se mettent à nouveau à acheminer des troupes et des armes autour de l'Iran. Donc, les 2 semaines pendant lesquelles Trump demande à l'Iran de ne plus se défendre et dit qu'il ne va plus attaquer l'Iran, elles servent à quoi? Elles lui servent simplement à mieux rassembler ses forces pour pouvoir mieux attaquer l'Iran. Et d'ailleurs, cette impatience de faire la guerre avec l'Iran est ouvertement montrée par l'allié principal des États-Unis, Israël. Israël, lui, ne voulait même pas qu'il y ait une trêve parce qu'Israël rêve de détruire l'Iran et ainsi de coloniser l'Iran comme il a colonisé la Syrie, comme il colonise le Liban, comme il a colonisé la Palestine. Israël rêve de posséder le Moyen-Orient et ses richesses. Vous comprenez? Donc, l'attitude des États-Unis, qui poignardent ceux avec qui ils négocient, qui attaquent en pleine négociation l'Iran, c'est exactement l'attitude de l'Union européenne. C'est l'attitude des dirigeants français. C'est l'attitude de tous les diplomates occidentaux envers les Africains. Mais alors que maintenant, la maîtrise de cette duplicité occidentale, qui a consisté à créer Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer l'Afrique, et à venir proposer aux Africains d'aider à combattre contre Al-Qaïda et l'État islamique au nom de l'antiterrorisme, cette duplicité occidentale n'est pas qu'occidentale. Des pays autres qu'occidentaux, et même des pays d'Afrique du Nord, sont aussi dans cette duplicité envers l'Afrique. Ce qui m'amène maintenant au sujet principal de cette deuxième partie de notre émission, la campagne de séduction diplomatique algérienne et marocaine envers les pays de l'Alliance des États du Sahel. Tout le monde a observé un branle-bas diplomatique terrible. Les Américains ont fini de mentir, ils sont partis. On les a écoutés vraiment à bonne distance. Les Européens sont venus mentir, ils sont partis. On les a écoutés vraiment à bonne distance. Les Algériens ont débarqué au Niger. Ils ne pouvaient pas débarquer ailleurs. Ils ont choisi de débarquer au Niger. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas promis au Niger? Ils ont presque promis au Niger qu'ils allaient le développer plus que l'Algérie. Des écoles, des lycées, des universités, et des centrales thermiques, tout ce qui vous manque, mes frères. Abdelmajid Tebboune s'est présenté devant le président Abdourahmane Tiani comme un garçon de messe qui connaît son Ave Pater et qui connaît son Ave Maria et son Pater Noster. Safoulaï. Quand le président nigérien a fait remarquer à son homologue algérien, lors de sa visite officielle en Algérie, qu'il était intolérable et inimaginable que l'Algérie s'associe aux ennemis de l'Afrique, il a eu une réponse immédiate, avec un enthousiasme, un zèle absolu d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Mon frère, la sécurité du Niger, c'est l'affaire de l'Algérie. L'Algérie ne va jamais s'amuser avec la sécurité du Niger. Nous devons nous mettre dans les travaux immédiatement. Ça fout là. Nous, on est restés comme on s'est assis. On dit, mais écoutez, le Niger et l'Algérie sont des pays voisins, des pays frères, depuis plusieurs millénaires. Et ils ont même entre eux plus de 1000 km de frontières. Mais pourquoi tout d'un coup, c'est maintenant que l'Algérie, qui n'a rien fait d'extraordinaire avec le Niger, pendant toutes les décennies précédentes, pourquoi tout d'un coup l'Algérie aime le Niger comme ça? Comme on dit chez moi à Bandema et Bassi. Makouchimo, je suis mort fini. Tout d'un coup, ils veulent développer le Niger. Astaghfirullah. Bon, écoutez, le problème c'est que le Niger est un pays membre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est construite sur des bases puissantes. Et l'une des clauses de cette confédération, c'est que tout pays qui attaque le Niger va se retrouver en guerre avec le Mali et le Burkina. Tout pays qui attaque le Burkina va se retrouver en guerre avec le Mali et le Niger. Tout pays qui attaque le Mali
va se retrouver en guerre avec le Burkina et le Niger. Tu attaques un, tu as affaire à tous les autres. Or, l'Algérie a un tout petit problème qui est immense. Elle est la base arrière d'hommes et de groupes qui attaquent ouvertement le Mali depuis plusieurs décennies. Qui sont ceux qui attaquent ouvertement le Mali et qui sont hébergés et protégés par les autorités algériennes? Citons-les. Iyad Aghali, qui est le patron d'Al-Qaïda au Sahel. Il est libre, il se promène et se soigne et est protégé par l'Algérie. Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, fidèle lieutenant d'Al-Qaïda, protégé par l'Algérie. Il y a quelqu'un qui a décidé d'être le patron de tous les groupes rebelles, terroristes et pseudo-sécessionnistes du Front de libération dit de l'Azawad. Il s'appelle l'imam Mahmoud Diko. Il a tapis rouge en Algérie et en Mauritanie. La question inévitable que n'importe qui se pose, c'est comment l'Algérie croit-elle qu'elle va pouvoir avoir des relations cordiales avec le Niger, alors que le Niger sait que l'Algérie est la base arrière pour attaquer son allié, le Mali, l'allié du Niger, le Mali, qui en septembre 2023, avec le Burkina, a dit, et le président Assimi Goïta a été très clair, tentez d'attaquer le Niger et vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que le président Assimi Goïta a dit à un chef d'État d'Afrique de l'Ouest. Probablement, le chameau venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ou plutôt l'ancien autocrate du Sénégal, Macky Sall, ou peut-être Oumaro Sissoko Embalo. En tout cas, c'était l'un de ces dirigeants de la CEDEAO qui s'est enquis des intentions du Mali. Le président Assimi Goïta lui a dit ça cache. Il n'a pas dit ça. Et si vous tentez d'attaquer le Niger, vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça que le Niger n'a pas été attaqué. Alors, est-ce que vous imaginez que les relations nigéro-algériennes puissent prospérer pendant que l'Algérie est la base arrière pour attaquer le... Pendant que l'Algérie est la base arrière pour attaquer le Mali? Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Mais comme le président Abdourahmane Tiani est un homme profond, vous savez comment il a fait pour dire aux Algériens, si vous ne changez pas de politique, on ne va pas aller loin. Dès que les Marocains ont vu que les Algériens sont partis, ils ont pris leur téléphone. Allô, monsieur le président, c'est le roi qui nous envoie, le roi du Maroc, son Altesse. Lui, il n'a des problèmes avec personne. Le Maroc n'attaque personne. Le Maroc n'attaque personne. Vous savez, le Maroc n'est pas associé au problème du terrorisme. Nous, on n'héberge pas les chefs terroristes au Maroc. Hein. Ah non, 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 non. Donc, monsieur le président, nous avons une délégation qui va venir au Niger. Sans problème. À peine les Algériens étaient partis, que les Marocains tapaient à la porte. Mais le président Tiani, qui est un patriote, un visionnaire, quand les Marocains se sont mis à taper à sa porte, il a fait comme ça. Venez mes amis, venez mes amis. Il sait. Vous savez ce que veut dire? Quand tu dis aux Marocains, venez mes amis, mais à Alger, ils peuvent s'étrangler, même ils peuvent mourir de crise cardiaque tous. C'est-à-dire que quand Abdelmajid Tebboune a vu la délégation marocaine, parce que les Marocains sont la bête noire des Algériens. Les Algériens sont la bête noire des Marocains. Je reviendrai sur ce qui les oppose. En ouvrant donc ses mains, ses bras aux Marocains, Abdourahmane Tiani envoie un double message. Il dit aux Algériens, on est avec vous, à condition que ce soit seulement dans nos intérêts. D'ailleurs, on est aussi avec les Marocains, à condition que ce soit dans nos intérêts. Si ce que vous venez faire ici n'est pas dans nos intérêts, on n'est pas avec vous. La preuve, ceux que vous considérez comme vos pires rivaux, même vos ennemis, ils sont nos amis. Or, quand les Algériens, j'entends par là les dirigeants, entendent que les Marocains sont quelque part, ça fout là. Ils savent que quand tu accueilles les Marocains, tu peux leur dire à eux de partir. Mais je vais m'arrêter pour vous expliquer un peu le problème algéro-marocain tel que nous le comprenons. Il y a un problème entre ces deux pays-là. D'abord, ce sont des pays qui n'ont pas une organisation politique identique. L'Algérie est une république issue du processus révolutionnaire de la lutte anticolonialiste, alors que le Maroc est un royaume, une dynastie, qui est une dynastie multiséculaire, donc un régime, on va dire, traditionnel. D'un côté, les révolutionnaires, de l'autre côté, les traditionnalistes, monarchistes. Première différence. Deuxième différence, il faut que vous compreniez. Oh non, le président Tiani est trop fort.
Deuxième différence, les Algériens ont dans leur sous-sol une réserve importante de pétrole et de gaz. Ils ont un sous-sol riche en hydrocarbures. C'est d'ailleurs de cela qu'ils vivent. Alors que le Maroc a un sous-sol pauvre. Le Maroc, c'est un pays pauvre en ressources naturelles. Sur le sous-sol marocain, il n'y a presque rien. D'accord? L'Algérie, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Le Maroc, c'est une mince bande côtière. C'est vraiment, du point de vue géographique, un petit État. Sauf que l'Algérie est gérée d'une manière complètement gabégique, notamment depuis la fin de la génération des révolutionnaires qui ont directement combattu la France. Elle est gérée par des généraux et des hommes politiques notoirement corrompus. Alors que le roi du Maroc, lui, a songé à moderniser son pays et à compenser la faiblesse en ressources naturelles de son pays par non seulement une augmentation du niveau d'éducation moyenne des Marocains, mais une transformation de l'économie marocaine en une économie, eh bien, de niveau tertiaire. Je vais expliquer. L'Algérie compte sur ses hydrocarbures, son gaz et son pétrole. Quand elle n'a pas d'argent, elle prend le gaz, elle vend, on lui donne l'argent, elle l'utilise. Que fait le Maroc? Le Maroc est un pays aujourd'hui, et donc industrialisé, suffisamment industrialisé, mais comment? Grâce à la maîtrise de la spéculation financière. Le Maroc va chercher des capitaux, notamment au Moyen-Orient. Ils vont chercher des capitaux au Moyen-Orient à un taux d'intérêt bas. Donc, le Maroc se fait prêter de l'argent par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, etc. D'accord? Écoutez-moi bien, pour comprendre l'esprit qui gouverne le Maroc. J'ai parlé d'abord de l'investissement dans l'éducation. Ensuite, je parle de l'investissement dans l'économie spéculative. Ils prennent des crédits auprès des monarchies du Golfe qui sont liées par les liens de la monarchie et de la religion au régime, eh bien, chérifien du Maroc. Une fois qu'on leur a donné ces crédits, par exemple, ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, on leur dit, vous allez rembourser avec 10% de taux d'intérêt. Ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, taux d'intérêt 10%. Eux, ils vont vendre ce milliard de dollars dans d'autres pays du monde, et notamment en Afrique subsaharienne, avec un taux d'intérêt de 30%. Donc, la marge de 20%, le Maroc l'empoche. Le Maroc rembourse, eh bien, le milliard de dollars à l'Arabie Saoudite avec son taux d'intérêt de 10%. Vous avez compris comment le Maroc fait de l'argent? Il fait de l'argent en prenant des crédits qu'il nous vend. Si vous regardez la structure des sociétés marocaines en Afrique subsaharienne, vous vous rendrez compte que c'est essentiellement les sociétés de banque, d'assurance et de construction. Banque, assurance, construction. Que fait la banque? La banque achète de l'argent moins cher au Moyen-Orient notamment et nous le vend un peu plus cher. Le Maroc garde la marge. D'accord? L'assurance garantit les investissements, eh bien, marocains en Afrique subsaharienne. Et comme le principe de l'assurance, c'est qu'il n'y aura pas d'accident, il y aura le moins d'accidents possible, la marge reste au Maroc. Enfin, les marchés qui doivent être réalisés avec les capitaux vendus par les Marocains qui les ont achetés au Moyen-Orient, ces marchés, les sociétés multinationales de construction marocaines sont privilégiées. Terminé. Voilà le business plan du Maroc en Afrique subsaharienne. Nous apportons de l'argent, nous surfons sur le taux d'intérêt, nous empochons les marges, nous proposons une assurance et nos groupes sont privilégiés dans les marchés liés à nos financements, c'est-à-dire au financement que nous avons importé, notamment d'Arabie Saoudite. Voilà le modèle marocain. Il y a maintenant, côté marocain, un très grand projet, c'est celui d'être le pays par lequel va passer le grand pipeline transafricain. Un pipeline qui devrait partir du Nigeria, traverser tous les pays d'Afrique de l'Ouest, remonter eh bien, par le Sénégal, la Mauritanie et entrer eh bien, au Maroc. L'idée, c'est que le pétrole et le gaz africain aillent vers l'Europe et les États-Unis, mais à travers le Maroc. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Hein? Ils prennent de l'argent au Moyen-Orient, ils nous le vendent plus cher, ils encaissent le reste. Maintenant, ils veulent prendre du gaz et du pétrole en Afrique noire, le vendre au reste du monde, encaisser leur marge au passage. Ça, c'est le projet marocain.